Alors du coup, aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné de Benjamin, responsable du campus de Paris. Bonjour Benjamin, tu nous entends bien aussi? Je vois qu'on est accompagné de Clément Perrin. Oui, tout à fait. Clément qui va être notre invité aussi aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Clément, merci d'être avec nous pour ce live. Donc je vous rappelle que ce Classroom est en direct, il est également diffusé sur YouTube et on va être ensemble pour à peu près 1 heure. Alors, j'attends encore un petit peu les dernières connexions avant de démarrer. Donc, aujourd'hui, on parlera d'impression 3D et en particulier du logiciel Simplify 3D. Allez, parfait. Bah, écoutez, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à tous sur ce live Classroom. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure et je suis accompagné donc de Benjamin et de Clément. Notre invité est donc Clément Perrin. Clément Perrin, je te remercie d'être avec nous. Je te propose peut-être de faire une petite présentation. Donc, Clément, tu es chef d'entreprise, entrepreneur. Tu as créé Polos Machine et donc tu fais aujourd'hui de la reproduction, reconception de pièces automobiles et tu es utilisateur des technologies de fabrication, notamment d'impression 3D. C'est ça. Et alors du coup, tu as accepté de relever une mission particulière qui est de créer un module de formation pour tous ceux qui découvrent Simplify 3D et qui veulent l'utiliser à des fins professionnelles. Donc on va revenir ensemble sur ça et on verra quelle expérience tu nous as proposée pour cette nouvelle forme d'apprentissage. Pas de souci. Du coup, je vous propose de vous rappeler donc un petit peu, faire un rappel simple, mais peut-être nécessaire sur l'impression 3D. Donc, à quel niveau se situe le tranchage? Le tranchage qui est une étape importante dans la fabrication. Donc, il faut bien comprendre que avant de mettre en fabrication, il faut d'abord avoir un fichier CAO, un fichier 3D qu'on a pu obtenir avec différentes solutions, hein, que ce soit Inventor, Fusion 360, SolidWorks, enfin, votre logiciel de CAO favori. Et de ce fichier-là, on va pouvoir exporter vers un format standard, un format STL. Et du coup, on a un format qui est censé pouvoir s'imprimer. Maintenant, il y a une étape qui est entre ce fichier standard et la fabrication. C'est effectivement le tranchage. On parle aussi de slicer. Donc, c'est un outil qui va permettre de transformer ce volume 3D en petites tranches, hein, si on devait un peu schématiser, de manière à pouvoir après donner des indications, des ordres à l'imprimante 3D. Et bien sûr, ce format, hein, que ce soit un format G-code ou un format propriétaire, va être envoyé vers votre imprimante et c'est ce qui permettra de lancer la fabrication. Donc, l'étape de slicer, de tranchage, va être une étape importante. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a proposé de faire un focus sur ce logiciel. Alors, parmi les outils de tranchage, il y en a plusieurs. Alors, certains vont vous évoquer, hein, là j'en ai listé, je n'ai pas été exhaustif, mais on a des outils comme Cura, comme Repetier, comme IDEA Maker pour ceux qui travaillent avec des machines comme Raise, MakerBot aussi propose son propre outil de tranchage et Simplify 3D. Alors, comment on s'y retrouve avec tous ces logiciels? Alors, j'ai essayé de les segmenter un petit peu et Clément, peut-être tu pourras aussi donner ton avis. Alors, souvent, on met en comparaison des outils gratuits face à des outils payants ou plus généralement de l'open source et du propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par propriétaire? Eh bien, quand une marque d'imprimante va proposer son propre logiciel de tranchage, on va être dans une solution propriétaire. Alors, cette solution, elle peut être payante ou gratuite. C'est le cas, par exemple, je pense à IDEA Maker, un logiciel qui est proposé par Raise. Eh bien, il est ouvert et on peut l'utiliser alors, parfois de manière restreinte ou que sur certaines tailles d'imprimantes. Et puis, pour d'autres, on va avoir, je pense à, par exemple, Markforged qui va proposer son propre outil de tranchage qui est dédié à sa machine. Et du coup, là, on ne pourra pas passer sans ce tranchage, sans ce trancheur pour utiliser la machine. Donc voilà, on a différentes solutions logicielles ouvertes
fermée, gratuite ou payante. Voilà. Là, on a choisi de faire un focus sur le logiciel Simplify 3D parce qu'il il est très souvent choisi. Il est très souvent choisi malgré effectivement le fait que ce soit une licence payante. Alors, pourquoi, à quoi sert vraiment ce trancheur? Le trancheur, il va intervenir à différentes étapes, que ce soit sur la précision de l'impression, la vitesse, le choix des températures. Alors, quand on parle de température, ça peut être température de chauffe de votre buse, température de plateau, qui va permettre de choisir les matériaux et de travailler avec les matériaux, les thermoplastiques. Et donc, cet aspect de température est très important. Donc, ça intervient dans le tranchage. C'est tous ces paramétrages qu'on va retrouver. Également, la densité. Lorsqu'on va mettre en fabrication, on va pouvoir choisir le taux de remplissage de la pièce. Et ça se détermine dans les outils de tranchage. On parlera aussi de raft, de support, d'orientation de la pièce, tout un ensemble de paramètres qui sont nombreux, qui interviennent dans le tranchage. Alors, du coup, pourquoi Simplify 3D? Alors déjà, pour commencer, je vais poser la question à notre invité. Alors, tu travailles, je sais, avec différents trancheurs. Quels sont un peu tes outils de prédilection et pourquoi Simplify reste le logiciel que tu utilises le plus souvent? Donc, j'utilise principalement deux logiciels de tranchage, donc IDEA Maker pour Raise et beaucoup Simplify donc pour la Raise et pour une Prusa. Simplify est assez intuitif dans la façon d'exporter et d'utiliser des modules, comment dire, des paramétrages précis pour certaines impressions. On peut vraiment appliquer certains paramétrages très spécifiquement. On peut difficilement retrouver sur IDEA Maker et encore moins sur des logiciels comme Cura, par exemple. Donc, j'aime cette façon d'appliquer ça simplement. Et c'est un outil, je trouve, très professionnel. Il y a très peu de problèmes avec cet outil. Beaucoup de paramétrages par défaut sont très bien réalisés. On a souvent des impressions de très bonne qualité, mais à surtout très haute rapidité. Comparé par exemple à IDEA Maker, sur un même rendu de finition, le logiciel Simplify 3D va avoir des paramètres par défaut 30% plus rapides. Voilà. Ce qui est quand même un gain de temps monumental quand on veut faire une production professionnelle. D'accord. Alors, j'ai essayé de reprendre aussi le retour de certains utilisateurs. Et c'est vrai que ce qui ressort effectivement, c'est le fait que il est compatible avec beaucoup d'imprimantes. On évoque plus de 400 modèles d'imprimantes compatibles avec ce logiciel. Donc, d'ailleurs, sur leur site, on peut faire un test d'éligibilité, voir si notre machine fait partie des presets et aussi, effectivement, comme tu l'as évoqué, l'intuitivité de l'interface. Bien que là aussi, il y a de la concurrence et c'est plutôt bon dans ce sens-là, puisque les différents logiciels de tranchage vont nous apporter aussi des améliorations face à… Voilà, il y a un peu de concurrence et c'est vrai que ça fait pousser un peu les éditeurs à amener des nouvelles fonctionnalités et être de plus en plus intuitifs. Et puis, effectivement, le fait qu'il soit en français, c'est un point qui n'est pas négligeable. Depuis quelques versions maintenant, on le retrouve en français. Donc, c'est vrai que ça donne une certaine facilité d'utilisation. Et un point aussi qui est important, et ça, on ne le fait pas forcément toujours ressortir, c'est un éditeur qui met beaucoup de ressources à disposition. On retrouve sur leur site et dans l'aspect support beaucoup de recommandations, beaucoup de conseils sur tous les tracas qu'on peut rencontrer sur ces impressions, mais aussi des conseils sur les matériaux. Je sais que tu l'évoques dans le module que tu as réalisé, Clément, c'est notamment une aide au choix des matériaux. Et ça, c'est une question qui revient très souvent. On l'a vu dans de nombreux lives qui parlent d'impression 3D. Toujours cette question, comment choisir quel est le matériau le plus adapté par rapport à la résistance que je recherche. Et là, pour le coup, Simplify livre pas mal de clés pour s'y retrouver. Et ça, c'est vrai que c'est un point qui est important. Alors, du coup, face à ces nombreuses ressources qu'on retrouve chez l'éditeur, on a souhaité aussi mettre en place un module e-learning, puisque vous l'avez beaucoup demandé sur la plateforme. Donc, alors, je sais qu'aujourd'hui, dans le live, beaucoup de personnes sont utilisateurs de
la plateforme F3DF e-learning. D'autres nous regardent aussi de l'extérieur. Donc, il s'agit d'un mode d'apprentissage en ligne. Et là, ce module donc est un nouveau module qui va nous permettre d'en savoir plus sur Simplify 3D. Et on a souhaité aller plus loin que finalement les tutos qu'on peut retrouver et avec une approche complètement nouvelle. On l'a évoqué, il s'agit plutôt là de learning by doing, l'idée étant de passer l'apprentissage du logiciel à travers des cas concrets, on le verra tout à l'heure, avec des cahiers des charges qui sont inspirés de cas réels. Donc, on va le décortiquer un petit peu ensemble. Et donc, pour vous annoncer que ce module sortira donc, dès la semaine prochaine et sera accessible à l'ensemble des utilisateurs de la collection industrie sur le site donc, F3DF e-learning. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, si tu permets, Clément, et notamment avec ta démarche. Quelle a été ta démarche pour justement comprendre et transmettre tes connaissances sur le logiciel Simplify? J'ai essayé simplement d'exposer un cas concret que je pourrais avoir moi dans le cadre de mon entreprise. Donc ça veut dire j'ai une demande d'un client, il faut que je réponde à la demande parfaitement. On ne va pas faire une pièce qui tiendrait à peu près, il faut qu'on réponde parfaitement à la demande, qu'on n'ait pas à se reprendre, il faut qu'on sorte une pièce parfaite qui réponde à toutes les contraintes techniques. Et quand un client donne une contrainte technique, il faut répondre à 100%. Donc c'est pour ça que j'établis un cahier des charges très précis et ensuite j'essaye de répondre de manière la plus fidèle possible à chacune des contraintes en choisissant le bon matériau, les bonnes contraintes d'orientation, de remplissage et de paramétrage pour toute la pièce, quoi. Alors peut-être pour revenir sur l'idée, c'est qu'on va un peu, à travers cet apprentissage, rentrer dans ton quotidien professionnel. Donc tu fais de la refabrication de pièces automobiles. Alors ça consiste en quoi? Donc, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est une personne qui va rentrer en contact avec moi, car il y a une voiture ancienne ou plutôt rare, et il a une pièce cassée ou manquante sur son véhicule, et il va vouloir cette pièce à tout prix. Donc, on va refabriquer à partir d'une pièce cassée ou de photos ou de documentation d'époque la pièce, donc que ce soit dans n'importe quel matériau possible, que ce soit en usinage aluminium, usinage acier ou souvent en impression 3D. Pour tout ce qui sont les pièces d'accessoires plastiques, l'impression 3D est révolutionnaire. On arrive à sortir maintenant des pièces plastiques parfaites sans avoir besoin de moules à injection qui pourraient coûter des fortunes. Donc là, on va avoir une pièce très peu coûteuse, sortie très rapidement, et surtout, on va pouvoir faire des prototypages, beaucoup de prototypages pour que la pièce corresponde parfaitement. Sur une voiture ancienne, une pièce d'origine ne conviendra peut-être plus à la voiture, parce que la voiture a vécu, à bouger. Une pièce de tableau de bord, par exemple, un tableau de bord d'origine va difficilement rentrer. Donc, on va pouvoir s'adapter, refaire des fabrications pour correspondre parfaitement à la pièce manquante. Le deuxième cas de figure, ça va être quelqu'un qui va vouloir une pièce spécifique pour son véhicule. Donc, ça veut dire qu'il veut monter quelque chose sur son véhicule qui n'existe pas d'origine et il faut adapter cette chose. Donc, on aurait par exemple le cas ici de cornets d'admission double sur des carburateurs qui ne sont pas d'origine. Donc, on va designer sur mesure les cornets pour s'adapter aux contraintes du client et réussir à correspondre à ce qu'il veut. Donc, avec l'impression 3D, on peut facilement répondre à toutes les contraintes en fonction des matériaux qu'on utilise, que ce soit de la voiture ancienne ou de la voiture de compétition. D'accord. Alors là, du coup, tu as sélectionné un ensemble de cas et tu les as proposés dans un format un peu workshop, un atelier de formation. Je te propose de rentrer un peu dans le détail pour qu'on puisse savoir un peu voilà, quelles sont les grandes étapes que tu as proposées. Donc, dans le premier workshop, là, on est sur un format que tu as choisi pas à pas. Donc là, c'est vraiment pour se lancer sur le logiciel. Et quel était voilà, qu'est-ce que tu as choisi comme pièce et quels étaient un peu les défis à relever? Donc, la première pièce pour le tranchage pas à pas, j'ai choisi de réaliser une pièce simple, qui n'est pas totalement, une pièce imprimée en une seule fois, en deux parties, qui doit simplement avoir un aspect esthétique lisse, parce que c'est une pièce d'accessoire qui n'a pas de contrainte technique. Donc, on va devoir imprimer une pièce simplement, mais qui comporte quand même quelques petites caractéristiques qu'on va avoir dans un milieu professionnel pour répondre concrètement au cahier des charges. Cette pièce, c'est
Ce n'est pas une pièce très complexe à imprimer, à modéliser peut-être un peu plus. Il faut vraiment essayer de comprendre comment fonctionne le logiciel. On n'a pas énormément de contraintes d'impression, à part le placement des supports et l'aspect esthétique. Donc, c'est pour ça qu'en première pièce, je la trouvais intéressante à travailler. C'est une pièce d'Austin Mini Vandenplas, qui est une voiture assez rare, pour combler juste un petit manque. Le propriétaire ne voulait pas avoir un trou dans son siège. Il voulait qu'on puisse cacher ça. Donc, on vient créer un petit cache qui vient se verrouiller, tout simplement. Donc, c'est quelque chose que je peux avoir quotidiennement dans mon travail. Et on voit que c'est une pièce qui a un mécanisme, mais pour autant, ce n'est pas extrêmement compliqué à imprimer en impression 3D, une pièce avec mécanisme. C'est pour ça que je trouvais intéressante à travailler. Ok, alors du coup, ça c'est vraiment la première partie où là tu vas nous expliquer chaque étape en termes de, voilà, de paramétrage, etc. Et à partir de là, on va dire que tu challenges un petit peu les apprenants avec des workshops qui sont là pour lesquels ils ont plus de liberté. Là, tu as choisi après, alors on est vraiment dans un univers automobile, mais là il s'agit d'un carburateur. Voilà, c'est le dashpot. Donc, quel est là le défi qui sera relevé? Là, on a donc une pièce de carburateur assez ancien, un carburateur anglais. Cette pièce a une seule demande, c'est vraiment d'avoir un aspect esthétique interne lisse, mais lisse, parfait. Pourquoi c'est intéressant de travailler cette pièce? Parce que ça change de ce qu'on pourrait avoir habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, on va demander de travailler un aspect esthétique, c'est-à-dire juste à l'œil. On veut juste que ce soit joli. Là, ce qu'on va vouloir, c'est un aspect lisse, parfait, car c'est une pièce fondamentale pour le fonctionnement du moteur. Donc, on se rend compte que l'aspect visuel et esthétique d'une pièce n'est pas forcément là que pour faire joli. On va vraiment essayer de chercher les contraintes principales et utiliser ça concrètement dans l'industrie. On n'a pas besoin forcément, dans un cas de figure comme ça, de faire la pièce la plus esthétique possible sous un moteur. Là, on va voir la pièce la plus fonctionnelle. Et la fonctionnalité de cette pièce, c'est d'avoir aucun résidu dans la partie d'un mouvement du piston. C'est une pièce un peu complexe, j'essaie de l'expliquer un peu plus dans le cours. On va essayer d'avoir la pièce la plus parfaite possible. Elle est très intéressante à travailler juste après le tranchage par rapport parce qu'on rentre directement dans un cas de figure très concret. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau pour résister aux huiles moteurs, par exemple, à la graisse, avoir un aspect esthétique lisse, mais pas ensuite. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet, mais on n'a pas quand même on n'a pas trop de difficultés à comprendre l'impression 3D et ses avantages. Voilà. Bien, du coup, là, effectivement, c'est comme tu l'évoques, c'est pas une pièce cosmétique, mais une pièce dont la fonction va vraiment nécessiter cet état de surface. Donc là, on travaillera vraiment le côté état de surface dans les paramètres du trancheur Simplify 3D. Tu as proposé aussi un autre workshop, on reste toujours dans l'univers automobile. Là, il s'agit du coup d'une pipe d'admission pour le coup, et on va travailler sur un autre aspect qui est la résistance mécanique. Ça, c'est souvent un élément qui est recherché en impression 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette pièce et qu'est-ce qu'on va rechercher dans le tranchage? Alors là, on a beaucoup de cas concrets dans le milieu professionnel de pièces résistantes mécaniquement. C'est pour ça que j'ai choisi d'imprimer cette pièce, de faire un exercice cette pièce. Cette pièce va avoir des contraintes mécaniques extrêmement importantes. On va venir supporter le poids de carburateurs extrêmement lourds, des Weber. Donc, on va essayer de voir comment orienter la pièce, comment la travailler pour qu'elle résiste au maximum aux contraintes qui lui sont demandées. Comment est-ce qu'on pourra expliquer ça? On va essayer de sortir la pièce la plus résistante possible. Dans le cas de l'exercice, c'est une pièce de prototypage qui va juste permettre de réaliser un test sur banc d'essai. Mais à l'avenir, c'est très important de comprendre l'aspect mécanique d'une pièce et savoir qu'est-ce qui fait qu'une pièce est résistante et qu'est-ce qui fait qu'une pièce ne l'est pas. Et sur un seul matériau, on va pouvoir avoir des résistances extrêmement différentes en fonction des paramétrages de couches ou du remplissage. Ici, on a un remplissage assez espacé, mais on va pouvoir augmenter ce remplissage pour résister au maximum aux contraintes qui sont demandées. Voilà.
Ok, très bien. Et donc là, effectivement, c'est une pièce de défi, hein, puisque tu l'évoques, il y a de la résistance mécanique, il y a de la résistance chimique et aussi la notion de filetage qui sera travaillée. Alors, on entend, c'est bien, on entend du monde à la maison. On a des élèves qui sont très jeunes, apparemment, euh, qui se lancent sur l'impression 3D. Donc, bah, j'espère qu'en tout cas, vous vous portez bien. Vous êtes tous, pour certains, à la maison, en home office. On continue, Clément, avec un autre workshop. Là, du coup, c'est le workshop de clôture et on est sur un nouveau type d'exercice. Qu'est-ce qu'on recherche avec ce projet-là? Donc là, on a une pièce plutôt simple qui est validée. On sait qu'elle fonctionne en impression 3D. Par contre, on va avoir une demande d'un client. Ce client veut une production de cette pièce, donc beaucoup d'exemplaires. On a un délai très précis pour réaliser un certain nombre d'exemplaires. Donc on va voir comment augmenter au maximum la rapidité d'impression tout en répondant au cahier des charges, parce que c'est comme une pièce qui a une résistance mécanique, un filetage qui est assez complexe, et pour essayer de faire en sorte de la sortir le plus rapidement possible. Donc, dans le cas de l'industrie, on peut avoir souvent des prototypages des pièces uniques à faire. Ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être, une fois qu'on a cette pièce finie, de réussir à tenir les délais. Dans la production, c'est extrêmement important de tenir les délais. Les demandes du client sont toujours très importantes. Donc, comment faire pour faire en sorte que cette petite pièce peut s'imprimer 2 fois plus vite? Voilà. Effectivement, bah là encore une fois, il y aura du challenge à relever, mais ce sont des cas réels, hein. Ce sont des choses où effectivement tu as déjà produit ces pièces pour des clients. Donc là, on va les retravailler ensemble. Alors du coup, est-ce que aujourd'hui tu peux nous proposer peut-être une démo, peut-être nous présenter le workflow de travail dans Simplify 3D? Alors du coup, je vais peut-être te laisser le temps de t'installer sur ta machine pour que tu puisses partager ton écran. Alors, du coup, en attendant que Clément s'installe, peut-être vous pouvez aussi en profiter pour nous faire un retour, savoir quel trancheur vous utilisez, ça nous intéresse. N'hésitez pas à le partager via le chat. Et voilà, du coup, le temps qu'on puisse avoir Clément qui s'installe. Je te laisse après, du coup, partager ton écran. J'ai un problème, comment je fais pour mettre ma webcam en grand? Ouais, parce qu'en fait, c'est ça que je partage. La webcam, mais je ne peux pas partager l'écran. Alors, il faut faire partager l'écran. Non, parce que c'est pas ça que je partage. C'est ma webcam. Du coup, ouais. Je ne vais pas partager l'écran, il va falloir que je clique. Est-ce que tout le monde peut voir ma webcam? oui. Alors du coup, je vais peut-être essayer de la passer. Alors on l'envoie en petit. Ouais, si tu peux la passer en plus grand. Alors, je vois des questions concernant comment relever les dimensions de l'objet pour pouvoir recréer l'objet par la suite. Il y a pas mal de manières. On est d'accord, Flo? Oui. Il y a pas mal de manières, hein. Il y a le scan à l'ancienne avec un pied à la coulisse, tout simplement. Et ben justement, c'est à l'ancienne, avec le pied à coulisse, le plus intéressant à travailler. Souvent, on a des petites modifications à faire sur les pièces. Une pièce scannée est difficilement modifiable sous n'importe quel logiciel de modélisation. Et permettre de refabriquer la pièce complètement avec un pied à coulisse, on va essayer de comprendre comment elle a été fabriquée à l'origine, pourquoi est-ce qu'elle a été faite comme ça, et qu'est-ce qui va être important de définir lors de l'impression. Donc ça permet vraiment de s'approprier la pièce. Donc finalement, le scan n'est pas encore forcément la meilleure solution pour refaire ce type de pièce. Je pense que oui, si on gagne du temps avec le scan, on risque de perdre du temps en imprimant une pièce, en loupant un petit peu les contraintes principales qu'on peut avoir. Personnellement, je trouve ça très intéressant de refabriquer une pièce en prenant les mesures, en la mesurant avec un pied à coulisse. On comprend vraiment comment est-ce qu'elle a été fabriquée à l'origine. Et on peut se permettre de la modifier plus simplement pour l'impression 3D. Donc, on va pouvoir mettre des surfaces qui sont plus adéquates à placer des supports ou autres. Ce n'est pas le cas dans le cours Simplify. Là, on va vraiment imprimer une pièce comme elle est faite à l'origine, mais pourquoi pas après
une fois qu'on a fait ça, comprendre comment la pièce est fabriquée et la modifier pour qu'elle soit plus simple à imprimer. Et faire de l'optimisation, par exemple. Pardon? On peut faire, par exemple, de l'optimisation. Oui, oui, par exemple de l'utilisation. Alors du coup, on va voir si là on voit ton écran, on voit ton écran, on va voir si du coup tu peux lancer une démo, voir si la qualité est correcte. Ouais, tout le monde voit bien. Oui, a priori on voit. Ouais. Donc ici, on va avoir le cahier des charges pour la pièce de la pipe d'admission. On va vraiment mettre en avant certaines contraintes principales à respecter. Et dans le slicer, on va pouvoir voir comment slicer notre pièce. Donc ici, on va avoir la pipe d'admission placée ici et choisir à l'intérieur du logiciel le type de machine qu'on va utiliser. Donc ici, une Volumix Trim Ultra, le type de matériaux qu'on va utiliser, qui sont déjà souvent intégrés au profil Simplify 3D. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Simplify 3D. Il y a une grosse base de données de machines avec des paramétrages et c'est vraiment un gain de temps très important dans tout ce qui est le refroidissement de la pièce, l'extrusion, pour avoir une pièce très bien finie. Donc, imaginons ici, on prend le cas de la BS, on va avoir des paramètres pré-rentrés qui vont nous permettre de modifier notre pièce à notre guise, mais pas s'attarder sur des points non essentiels. Donc, ici, avec juste les paramètres par défaut, on va pouvoir trancher notre pièce et voir à quoi elle va ressembler après l'impression. Voilà, donc ici, on a des supports. Donc j'imagine que ces supports sont éditables, modifiables. Là, ce sont ceux qui sont préconisés par le logiciel. C'est ça, le logiciel va générer automatiquement des supports quand on va lui demander, mais on va pouvoir modifier ces supports pour les placer où on veut nous. Mais après, la pièce va avoir une certaine orientation. C'est nous qui allons décider comment orienter la pièce pour avoir le moins de supports possible et avoir le maximum de résistance. Alors, on est d'accord qu'en plus, les supports sont très simples à retirer. Oui, oui, que comparé à beaucoup de slicers, Simplify a des supports très simples à retirer. On a un bon espacement prédéfini dans le logiciel. On peut bien sûr le modifier dans beaucoup d'autres slicers. Mais celui de Simplify est par défaut très intuitif, très bien réglé. Et c'est vraiment appréciable de travailler des pièces avec ce logiciel. Voilà, donc on va pouvoir voir à l'intérieur le remplissage de notre pièce, qui est ici extrêmement dense. Mais on va pouvoir ensuite le remodifier, faire un remplissage un peu moins important. Faire un peu plus d'espacement à l'intérieur du remplissage, ce qui va agir sur la mécanique de la pièce. Ça, le remplissage, c'est un aspect qui est important. Là, surtout, là, on recherche le côté résistance mécanique, mais c'est ce qui peut faire varier le temps de production. Enfin, c'est un élément qui est souvent une balance. Et ce n'est pas forcément facile de trouver cet équilibre entre un temps d'impression pas trop long et une résistance. Quelles sont un peu les recommandations par défaut et qu'est-ce que toi, tu recommandes en fonction des projets? Ça va vraiment dépendre du cas de figure. En effet, pour une pièce comme la pipe d'admission, ça a été très compliqué parce que ce n'est pas une pièce qui existe à l'origine. C'est très très rare qu'on imprime ce genre de pièce en impression 3D. Donc, on va avoir un flou au milieu pour la recherche de contraintes mécaniques. Donc, il va falloir essayer de comprendre comment faire en sorte d'augmenter la résistance au maximum sans non plus multiplier par 100 le temps d'impression. Il n'y a pas de données préconstruites pour savoir, par exemple, sur cette pièce, il faudrait mettre 80% de remplissage ou 20%. C'est vraiment à l'appréciation de la personne qui imprime et surtout, malheureusement, ça va être du prototypage. On va se rendre compte en mettant 30% de remplissage, en testant la pièce sur la voiture, que 30% ce n'est pas assez, donc on va devoir ensuite re-remplir cette même pièce. Et au fur et à mesure, avec l'expérience qu'on va avoir, on va se dire que cette pièce-là sera plus performante avec 60% de remplissage, par exemple. Donc, dans le cours, j'essaie de donner mon avis, mon point de vue sur toutes les expériences que j'ai pu avoir
pour essayer d'éviter cet effet de test, de perte de filament un peu, pour économiser du temps et surtout de l'argent en coût de filament. Voilà. Du coup, par défaut, c'est-à-dire que les taux de remplissage sont proposés par le logiciel et en général, elles sont de quel ordre? Ça va dépendre du matériau. En moyenne, je pense que c'est 30%, entre 20 et 30% sur ce logiciel. Et ça va vraiment dépendre de l'utilisation de la pièce. Pour une pièce uniquement esthétique, on n'a pas besoin de mettre 60% de remplissage. Ça va être de la pièce de déco, un faible remplissage pour éviter que la pièce s'effondre quand on l'imprime. Ça va être suffisant. Par contre, pour une pièce de ce type-là, un remplissage de 20% ne sera jamais suffisant. Il va vraiment falloir augmenter le remplissage, augmenter les épaisseurs de couche pour avoir quelque chose de très, très rempli, de très robuste. Alors là, du coup, tu as positionné la pièce dans le logiciel, elle s'est mise toute seule et tu n'as pas choisi l'orientation. Est-ce que c'est effectivement la nature de la pièce qui est comme ça ou c'est quelque chose qu'il faut déterminer? Alors là, oui, en effet, je l'ai juste intégré dans le logiciel en fonction de comment elle était modélisée, où était sa surface de modélisation à la base. Ça va vraiment aussi dépendre de ce que l'on veut faire de la pièce. Imprimer une pièce dans un sens, ça peut dépendre de là où on place les supports d'impression. Donc, en orientant une pièce d'une certaine façon, on va avoir moins de supports qu'une autre. Par contre, on peut avoir moins de résistance mécanique. Ici, si on imprime la pièce comme ça, on va, d'ailleurs il manque un peu de support, on va avoir des supports sur toute la partie ici parce que la pièce ne peut pas s'imprimer dans le vide, comme on peut voir ici. Ici, si la machine vient l'imprimer, elle ne sera pas imprimée dans le bon sens. Si on oriente la pièce, on va pouvoir considérablement diminuer le pourcentage de support, mais aussi modifier ses caractéristiques de résistance. Voilà. Donc ça, c'est pareil, il faut comprendre comment ça marche et faire beaucoup d'essais. Dans le cours, j'essaie aussi de donner mon avis par rapport à ça. Et j'essaie de faire des petits retours, des petits aides en fonction. Bien, merci Parfait, bah, du coup, merci, ouais, merci Clément. Alors, peut-être qu'on reviendra sur certains aspects lors des questions, hein. Je vous invite à préparer des questions si vous en avez pour qu'on puisse les traiter. Je vous propose de revenir rapidement sur la suite de cette présentation. Alors, ce qui est très intéressant, ce que je vois à premier abord, c'est qu'il y a une partie très automatique, donc très simple, mais on peut quand même rentrer dans tous les modules ou tous les petits réglages si on le souhaite. C'est ça, ouais. On essaie de donner quand même un angle assez global, mais ensuite on va essayer de paramétrer les petits défauts, les petits aspects qui pourraient chagriner lors d'une impression pour avoir la pièce la parfaite dès le début. Ce n'est pas un cours qui est destiné à avoir une pièce et la retravailler ensuite. On veut vraiment une pièce la plus professionnelle possible. Quand elle sort de la machine, on peut pouvoir l'utiliser directement. Donc, on va justement répondre à toutes les petites questions techniques qu'on pourrait avoir en bidouillant, en modifiant les paramètres très précis du slicer. L'objectif étant de limiter le post-traitement. Ouais. C'est ça. Alors, du coup, pour accompagner ce nouveau module, on l'a évoqué lors d'un précédent live, mais il y a quelques nouveautés hein, sur la plateforme qui ont été mises en place, notamment lorsque vous découvrez ou prenez en main la plateforme, la possibilité de prendre rendez-vous directement aussi avec un conseiller, de manière à comprendre par quoi commencer quand on se lance dans ces formations. Donc, il peut y avoir des modules à privilégier, peut-être commencer par des approches théoriques et mettre en pratique dans un second temps. Donc, tout ça est accompagné par des conseillers et vous l'avez directement maintenant sur la plateforme. Vous avez dans votre zone de gauche de la plateforme la possibilité de prendre rendez-vous pour être accompagné. On a aussi favorisé, et pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a toute la partie chat direct, puisque vous êtes souvent plusieurs à être connectés. Vous pouvez en profiter aussi pour prendre contact avec d'autres utilisateurs, échanger, partager. Donc ça, c'est la possibilité de communiquer en direct avec les autres apprenants. Mais aussi, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, on a ouvert aussi des forums, les forums qui vous permettent de partager vos créations.
et aussi poster des questions, pouvoir échanger. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont déjà posté. J'en profite, allez, je balance un petit peu les dernières créations qui ont été mises sur le forum. Là, pour le coup, je salue le travail de Sylvain, Alain, Hervé, Sabrina. Voilà, après, il y en a certainement d'autres, je n'ai pas mentionné tout le monde, mais qui ont travaillé sur un projet, alors qui est en lien aussi avec ce qu'on dit aujourd'hui, puisque là, il s'agissait d'un défi avec le logiciel de conception Fusion 360, qui était de créer un support de Google Home qui soit imprimable sur la technologie FDM. Donc voilà, tout, le lien est tout trouvé. Donc, pour tous ceux qui ont déjà commencé ces créations, vous pourrez enchaîner sur le module de tranchage de manière à sortir vos protos et puis en tout cas de les sortir de manière optimisée. Je vous invite à préparer vos questions pour notre invité Clément. Du coup, vous pouvez utiliser le chat ou aussi toute la partie micro et webcam. Ça nous fera plaisir de vous voir, bien entendu. Le temps que vous fassiez remonter vos questions, je vous rappelle qu'on retrouve Clément du coup sur le nouveau module de formation Simplify 3D qui se trouve dans la collection Industrie où vous retrouvez une grande partie des intervenants qui vous ont peut-être suivis pendant toute la période de confinement et qui ont animé des lives quotidiens. Du coup, que je remercie. Donc, je pense à Justin, à François, à Félix et j'en oublie bien entendu, à Yannick et à tous ceux qui ont animé des lives pendant cette période. Et du coup, on les retrouve sur les différents modules de e-learning, mais aussi sur des accompagnements sur mesure. Donc, Clément fait de l'accompagnement aux entreprises. Voilà, vous avez une imprimante spécifique, vous avez des défis à relever. Voilà, donc ça nous permet aussi de pouvoir répondre à vos problématiques sur mesure et travailler sur vos projets. Également, pour ceux qui découvrent l'impression 3D et vous veulent aller plus loin, vous avez l'ensemble des classes qui sont proposées dans nos centres et en classe virtuelle en ce moment jusqu'à la fin de l'été, de manière à pouvoir vous perfectionner sur les modules logiciels, mais aussi les modules techniques pour découvrir la technologie FDM ou Résine. Du coup, petit rappel, on avait animé un live sur les droits à la formation. Alors, quelques mises à jour et des petites nouveautés qui ont bien évolué. Le contexte est particulier. L'État encourage aussi à vous former et les conditions ont été assouplies donc de manière à vous redonner les informations les plus à jour. Dorénavant, ce sont toutes les entreprises qui font appel au chômage partiel, que vous soyez en poste ou non. Vous avez le droit à une aide de formation pour chacun, donc chaque collaborateur faisant partie d'une entreprise qui fait du chômage partiel a le droit à une aide de 1 500 € via les organismes de financement, les OPCO. Donc, je vous invite à remonter maintenant vos demandes auprès de votre entreprise puisque, à moins de changements, ce qui est possible, nous avons jusqu'au 31 mai pour faire connaître nos projets de formation et de faire vos demandes de financement, obtenir ces droits dans le cadre de cette période un peu complexe de reprise d'activité. Du coup, Clément, est-ce qu'on a des questions? Alors peut-être Benjamin, tu as noté quelques questions.